bienvenue dans cette nouvelle émission de Dispute, la troisième du nom. C'était quitté avant l'été sur quelques querelles, quelques problématiques déjà assez fortes de la société française. J'ai comme l'impression que cet été a réactivé, voire hystérisé un peu les débats. On a eu des grosses disputes cet été et j'ai comme le sentiment que ces disputes ne sont pas prêtes de s'apaiser dans le contexte actuel, évidemment, préélectoral. On va avoir une année, j'imagine, assez riche en querelles, en conflits politiques. Et d'une certaine manière, la rentrée éditoriale de septembre en est un miroir assez intéressant, assez symptomatique. Beaucoup de livres sont sortis cette rentrée sur un ton assez pamphlétaire, assez inquiet parfois. Et les trois livres que nous avons choisi d'aujourd'hui de lire avec vous, de Louis Chauvel, de Laurent de Sutter et de Jean Bobéro, sont à leur manière chacun, c'est justement assez symptomatique du climat du moment, comme si on avait du mal encore à analyser les angles morts de la société française, un contrat social assez fissuré, même des malentendus sur notre histoire républicaine, avec la laïcité dont on va parler. On voit bien qu'on est dans un moment assez tendu. Et ça va être l'occasion d'en parler avec nos quatre invités. Donc, je représente Catherine Cocchio, professeure de littérature comparée à l'Université Paris Diderot, qui nous reçoit. À sa droite, Laurent Bouvet, politologue, professeur à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Jean-Laurent Casselli, journaliste à Slate, spécialiste du débat d'idées notamment. Et un nouveau venu, Vincent Martini. Bonjour, merci de nous rejoindre. Politologue, professeur à l'école polytechnique et producteur d'une émission qu'on aime bien, qu'on écoute beaucoup sur France Culture, l'Atelier du pouvoir. Alors, je vous disais tout de suite, on a donc trois livres aujourd'hui. Un livre, disons, d'histoire sur la laïcité, par un des spécialistes du sujet en France, Jean Bobéro, qui écrit depuis de très très longtemps sur la question. Un livre d'un sociologue, Louis Chauvel, spécialiste plutôt des classes moyennes et des jeunes et de la fracture générationnelle. Et d'ailleurs, La spirale du déclassement, son nouveau livre, est un peu un condensé un peu de tous ses travaux depuis 10 ans à peu près. Et enfin, un livre collectif dirigé par Laurent de Sutter, un philosophe, qui s'appelle Le livre des trahisons, un livre écrit par une quarantaine d'auteurs sur cette fameuse catégorie très connue de l'histoire de la gauche, la fameuse catégorie du social traître, dont aujourd'hui Hollande serait l'une des figures, j'allais dire, d'excellence. Pour commencer peut-être, on va peut-être en fait commencer avec Bobéro, tout simplement parce que ça a été, le livre rebondit d'une certaine manière malgré lui sur une querelle dont on a été tous le témoin pendant cet été, la fameuse affaire du Burkini qui a hystérisé le débat public et les journaux suite vraiment à cette histoire de ce Burkini. Voilà. Et d'une certaine manière, Bobéro défend dans ce livre qui s'appelle Petit manuel pour une laïcité apaisée, à l'usage des profs, des élèves et de leurs parents. C'est important ce sous-titre parce qu'on voit bien l'ambition déjà pédagogique du livre. C'est l'idée vraiment de présenter la laïcité, son histoire, sa construction historique, disons, dans toutes ces dimensions, j'allais dire, multiples, et de défendre finalement au fond aussi une conception de la laïcité qui est finalement aujourd'hui un peu dissimulée parmi d'autres, puisqu'on voit bien qu'en France, en ce moment, pour le dire assez vite, deux grosses conceptions de la laïcité s'affrontent. Une conception qu'on pourrait qualifier de extensive, qui voudrait interdire tout signe religieux dans l'espace public, et une conception par opposition, disons, plus inclusive, que défend Jean Bobéro, qui invite finalement la puissance publique dans la neutralité, disons, qu'elle s'était elle-même fixée dans la loi de 1905. Alors, il y a tout un débat, on voit bien que c'est un sujet très fort qui en ce moment cristallise beaucoup de tensions en France, et on imagine que même dans le débat présidentiel, ce sera une question qui va revenir, je pense, au premier plan. Peut-être, Jean-Laurent, qu'est-ce que tu penses de ce livre? Est-ce qu'il t'a semblé intéressant, pédagogique et instructif? Alors écoute, c'est marrant parce qu'il y a deux manières, je pense, de le lire. Il y a la manière au premier degré qui est donc de prendre le titre Petit manuel pour une laïcité apaisée au sérieux, c'est-à-dire de le voir comme effectivement un manuel qui déjà revient sur les principes de la laïcité à la française, guide ses lecteurs dans son application à l'école. Puisque c'est un bouquin qui est consacré qui s'adresse aux profs, aux élèves et à leurs parents. Et il y a l'autre lecture qui est, je pense, plus intéressante, qui est la lecture politique du livre, qui se positionne en fait sur ces sujets de laïcité, comme tu le disais, avec une défense d'une laïcité, comment dire,
enfin oui, apaisé, inclusif, élargi, tout ce qu'on veut. Et moi, je trouve que c'est intéressant à lire parce qu'on peut le voir comme l'anti-territoire perdu de la République, qui est un bouquin qui a fait beaucoup de bruit, qui est paru en 2002, dans lequel déjà des enseignants des quartiers populaires en collège et lycée auprès d'élèves pour la plupart immigrés ou enfants d'immigrés, comme justement les auteurs de ce cercle des enseignants laïcs, revenaient sur un certain nombre de problèmes qu'ils avaient identifiés dans leur classe, qui étaient l'antisémitisme, le sexisme, la montée de l'islamisme. Et à l'occasion de la sortie du bouquin, il y a eu un débat assez dur sur ces sujets-là. Les auteurs ont accusé les médias en gros de faire un blackout parce que le sujet était trop gênant, etc. Donc c'est intéressant de voir comment dans ce bouquin, ils prennent le contre-pied radical à la fois du constat qui est fait, leur constat étant il n'y a pas de problème, si je résume, il n'y a aucun problème avec la laïcité à l'école. On construit le problème musulman, le problème de l'islam, etc. Ça, c'est le diagnostic. Du coup, leur thèse centrale est différente. Là où, dans le territoire perdu de la République, on parlait d'un risque de voir la laïcité s'effondrer face à des provocations, on va dire, de certains élèves, eux pensent au contraire que la laïcité, c'est en fait retourner contre les gens qu'elle devait protéger et en fait opprime l'expression libre de la religion. Voilà. En particulier des élèves, puisque c'est de ça qu'on parle. Et en résumé, ce qui découle de ça, c'est que l'agenda politique du bouquin est très différent de celui des territoires perdus de la République, puisque là, on comprend bien qu'il s'agit en gros d'abroger la loi de 2004 sur les signes ostensibles. Ouais. Je ne crois pas que ce soit explicite dans le bouquin, mais c'est un petit peu le programme politique sous-jacent. Qui est l'avant-dernière loi sur la laïcité qui est parue qui a été votée en France avant la loi de 2010 sur la burqa. Voilà, exactement. Et, la loi de 2010 n'est pas une loi sur la laïcité. Non, là on est sur la République. Alors que 2004, c'était une loi d'extension effectivement de la loi de 1905. Voilà, et donc pour donner un avis sur le fond, il y a quelque chose d'intéressant dans le livre qui est, comme ils le disent, casser la représentation de la salle de classe comme un camp retranché, avec pas mal d'exemples concrets qui ont vocation à dédramatiser le débat ou peut-être nuancer l'ampleur des problèmes. Il y a pas mal de choses qui, par contre, me semblent un peu problématiques, comme l'usage d'expressions type les médias dominants, l'islam imaginaire, qui appartiennent à une forme de constructivisme un peu radical, quoi. En gros, les questions de religion n'existent pas, enfin, existent comme avant, comme à l'époque des premières querelles religieuses en France. Ce qui a changé, c'est l'orientation des gens qui instrumentalisent la laïcité. Voilà. Et c'est là où je trouve que c'est un peu caricatural. Et je renverrai juste sur l'étude de l'Institut Montaigne sur l'islam en France, qui a été parue récemment, qui est vraiment, je trouve, très intéressante à lire, très nuancée, contrastée dans ses constats, notamment sur le fait qu'il y a plusieurs manières de pratiquer l'islam, qu'il y a plusieurs mouvances, tendances, rapports à l'institution publique, à la laïcité. Et voilà, alors que là, c'est vrai qu'on est dans un bouquin militant. Et voilà. Militant. Laurent Bouvet, qu'est-ce que Jean Bobéro inspire à votre savoir expert sur la question? Je suis loin d'être aussi expert que Jean Bobéro, du moins tel qu'il est présenté dans ce livre et en général dans les médias, comme le grand spécialiste de la laïcité. Le problème, c'est que, ça a été un peu dit, mais j'irai un petit peu plus loin que Jean-Laurent, ce livre n'est pas ce qu'il prétend être. Il se présente comme un manuel à l'usage des profs, des élèves et des parents. Or, c'est un livre militant. Donc là, il y a déjà un problème d'édition, il me semble. La découverte pense que peut-être ils vendront mieux un manuel qu'un livre militant. C'est un livre militant car il s'inscrit clairement dans une interprétation de la laïcité aujourd'hui. Vous avez présenté deux positions, en fait il y en a trois dans le débat. Il y a effectivement une laïcité avec des gens qui veulent aller toujours plus loin et rendre tout l'espace public laïque, empêcher par exemple le port du voile, etc. Bon, ça c'est une position. Il y a la position que vous avez décrite, sur laquelle on va revenir, qui est celle de Jean Bobéro, la laïcité dite inclusive, qui est en fait une laïcité qui rend responsable des attaques contre la laïcité, les laïcs, les athées, etc., mais jamais les religieux. Ce sont les religieux, pour Jean Bobéro, qui défendent le mieux la laïcité, puisque la laïcité est d'abord et avant tout pour lui une liberté religieuse et certainement pas une manière de réguler la vie collective et l'intervention des religions dans celle-ci. Et puis il y a une troisième position qui est quand même, qu'il faut noter, qui est la position par exemple que défend quelqu'un comme Elisabeth Badinter, qui est la position dite de la ligne de crête. Et on sait qu'une ligne de crête c'est toujours étroit et dangereux quand on fait un peu de randonnée.
cette position de ligne de crête. C'est une position qui reconnaît un certain nombre de difficultés dans la société française, mais qui n'est pas prête à lâcher effectivement les principes de liberté religieuse d'un côté et en même temps de régulation de l'espace public. Alors là, ce texte s'inscrit clairement dans une prise de position extrêmement dure contre la laïcité, au nom de la laïcité, si je puis dire. Alors contre la laïcité, ça veut dire quoi? Par exemple, sur la loi de 2004, plusieurs endroits dans le texte, on voit que la loi de 2004 pose plus de problèmes qu'elle n'est censée en résoudre pour eux. C'est-à-dire qu'elle ne clôt pas les conflits, elle, au contraire, elle les amplifie, elle en ouvre d'autres. Alors que la loi de 2004 a mis un terme aux conflits qui, entre 1989, les premières affaires de voile à Creil, notamment sur des fillettes à l'école, et la loi de 2004, entre 1989 et 2004, il y a eu énormément de problèmes. Il n'y avait pas de règles communes, et donc les proviseurs, les directeurs d'école étaient livrés à eux-mêmes. Avec la pression des parents, avec les différents acteurs. Là, aujourd'hui, à partir de 2004, la loi a clos ces difficultés. Donc dire que la loi pose plus de problèmes qu'elle est censée en résoudre parce qu'on voudrait, certains voudraient l'étendre, qui à l'université, qui à d'autres espaces publics, me paraît être déjà une lecture assez particulière. On peut effectivement, dans les différents exemples qui sont cités, trouver des exemples tout à fait étonnants. Il n'y a jamais... ce ne sont jamais les religieux, sinon effectivement en version catholique 1905, qui posent des problèmes à la laïcité. Et il y a des exemples tout à fait frappants. Par exemple, il y a un exemple qui est censé être pris dans une salle de classe avec un jeune élève, Dylan, qui ne veut pas lire un extrait de la Bible en cours de français. Bon, admettons déjà qu'on fasse des extraits de la Bible en cours de français. Ce n'est pas un texte écrit en français, c'est un texte religieux. Bon, mais enfin, peu importe, ça peut être intéressant. Et là, ce qui est raconté, c'est que Dylan ne veut pas lire un extrait. Pourquoi ? Parce que son père lui a dit que la Bible, c'était pas bien. Pourquoi ? Parce que son père est athée. Ce sont les athées qui sont une menace à la laïcité. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique que ce sont les athées, que ce sont les républicains qui défendent, disons, cette position de la ligne de crête, etc., qui soit un problème pour la laïcité, et que les religieux soient des gens qui, eux, apportent leur diversité et enrichissent la laïcité de toutes leurs croyances, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas la réalité, que la réalité, c'est que la laïcité est aujourd'hui attaquée par des religieux durs, par une vision fondamentaliste, qui reste, on en parlait, rapport de l'Institut Montaigne, fort heureusement minoritaire, mais qui est d'abord une grosse minorité. Le rapport de l'Institut Montaigne a montré qu'il y avait une grosse minorité, notamment chez les Français musulmans, qui préféraient la loi de Dieu à la loi de la République. Ce sont des questions qui se posent, on le voit, ça a été très récemment mis en évidence aussi à l'hôpital. Ce sont des questions qui se posent dans la vie des entreprises, etc. La religion, et en particulier une lecture intégriste ou fondamentaliste de l'islam, radicalisé, dit-on aujourd'hui, pose des problèmes à la laïcité aujourd'hui en France. Il y en a d'autres, il y a chez les catholiques aussi, chez les évangélistes, chez les protestants, certaines attaques, mais ce n'est certainement pas l'athéisme, ce ne sont pas les républicains qui aujourd'hui menacent la laïcité, contrairement à ce que croient Bobéro et ses co-auteurs. Catherine, est-ce que vous partagez cette lecture critique? Pas tout à fait, pour certains aspects, oui. En fait, moi, j'étais tellement... je trouvais tellement suffocant de bêtises, d'hystérie, en effet, le débat sur le burkini et toute cette atmosphère totalement entêtante, l'obsession des débats religieux ces derniers mois et ces dernières années, que j'étais plutôt intéressée par un livre qui tentait d'apaiser les choses. Mais en fait, je vois, pour parler d'hystérie, quelque chose comme une forme d'hystérie douce dans ce livre qui m'a déçue, qui m'a aussi beaucoup ennuyée, je dois dire. Je trouve que c'est un peu, c'est la laïcité apaisée, mais manuel soporifique aussi, quoi, et qui donne une impression de désuétude très étrange. Quoi. On a l'impression, alors qu'il parle du contemporain, de se trouver devant un livre didactique de la fin du 19e siècle, enfin, ou du début du 20e, c'est très curieux. Et moi, ce qui m'a le plus gêné, enfin, ce que je trouve précieux, c'est qu'il historicise quand même les choses, il raconte la succession des lois contre le mythe laïque, universaliste, républicain, donc bon, ça peut être utile. Je trouve aussi, en effet, il y a quand même un aspect petit manuel pour les enseignants qui leur donne les éléments juridiques pour traiter telle situation précise. Il y a des choses très pratiques qui apparaissent, les cas de figure, et ça peut donner les voies, il faut connaître les textes. Mais
je trouve justement que lorsque on décrit ces situations, il y a quelque chose d'une irréalité complète qui s'impose et les choses au fond se font comprendre avec la préface. Il n'a jamais enseigné dans le secondaire. C'est hallucinant ce qu'il raconte de déphasage. Enfin, quand on a discuté quand même avec des enseignants du secondaire, ça fait quand même longtemps qu'ils se débattent dans des problèmes extrêmement compliqués, violents, et je pense que la langue de bois sur ce sujet, ça suffit. Enfin, je crois que pour aborder les vrais problèmes, il faut quand même commencer par prendre acte de ce qui se passe en effet de très violent pour les enseignants. Moi, j'ai organisé en janvier dernier une journée qui s'appelait « Après les attentats, quelle autorité, quels enseignements, quelle transmission ?» ici même à Paris 7, et plusieurs enseignants de toute discipline du secondaire ont parlé avec des universitaires et ont témoigné de choses que les universitaires d'ailleurs trouvaient hallucinantes, parce qu'on est tellement protégé à l'université qu'on ne se rend pas compte des choses. Donc là, il faut vraiment commencer par prendre acte de ce qui se déroule réellement pour pouvoir traiter de ces questions, sans quoi on est en effet dans une langue de bois strictement idéologique. Et d'autre part, Dieu sait que je ne suis pas du tout dans les positions de Finkielkraut, Caroline Fourest, Philival, pas du tout. Je pense que la notion d'islamophobie a une pertinence, mais je pense que les vrais problèmes ne sont pas posés parce que la réalité n'est pas posée. Et d'autre part, au plan philosophique, il y a une très grande pauvreté. Et moi, j'ai été déçue aussi là-dessus. Je préfère ce qu'écrit Monod, par exemple, sur la sécularisation, la laïcité. Quand il parle de sécularisation, il ne fait même pas apparaître le débat philosophique, le grand débat, Carl Schmitt, Blumenberg, etc. C'est comme si ça se réduit justement à la laïcité. Donc pour moi, cette logique du contre-pied, qui est en effet un contre-pied au territoire perdu, avec un peu de retard quand même, qui était un livre qui posait vraiment des problèmes aussi, dans l'autre sens. Enfin, c'est la logique des camps, quoi. Alors, on n'en sort pas, et pour moi, l'hystérie continue, quoi. Donc c'est un ratage. J'en profite pour préciser qu'il y a un autre livre qui est sorti en ce moment là, de Philippe Portier, qui est une autre sociologie historique de la laïcité, qui est sorti au Presse universitaire de Rennes, qui est une manière peut-être d'élargir et compléter ce livre. Vincent Martini, qu'est-ce que... choses qui ont déjà été dites. Vous concluez, vous faites la synthèse. Je vais faire une petite synthèse entre les différents points points de vue. Je dirais qu'il y a deux livres dans ce livre, ça, c'est ce que tu rappelais. Je trouve que vous êtes un peu dur avec le livre qui est quand même une forme de manuel. Après, on peut critiquer dans le deuxième livre la dimension militante, mais ça se veut comme un manuel. Donc c'est normal qu'il ne prétende pas, à un moment donné, sortir des nouvelles lignes philosophiques sur ce qu'est la laïcité. Il veut résumer, en fait, un certain nombre d'enjeux dont ils perçoivent l'idée qu'ils sont mal compris, qu'ils sont mal présentés. Et du coup, le but, c'est vraiment... Pour les enseignants, d'ailleurs, le livre est fait en deux parties, on le voit, il y a une partie théorie et une partie pratique. La partie pratique, c'est vraiment des cas d'études. Alors, encore une fois, on peut penser ce qu'on veut de ces cas d'études-là, mais ils sont censés permettre à des enseignants. Il n'y a pas un mot sur l'approche des textes, par exemple, l'approche philologique profane des textes religieux, absolument rien, alors que c'est un enjeu fondamental, à mon avis. C'est vrai, mais juste pour vous dire ce que je disais, en fait, il y a quelques cas pratiques, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand un élève ne veut pas, par exemple, suivre un cours de sport? Qu'est-ce qui se passe quand on refuse un cours sur la théorie de l'évolution, etc., etc. Bon, ça, c'est ce premier livre, moi, je le trouve, en tout cas, pour ce qu'il est intéressant, c'est pas un essai, attention, ça, c'est la première partie. C'est une dimension pratique, avec un petit côté un petit peu à l'ancienne, ça, je suis complètement d'accord. Une partie un peu les lois de 1905, comment ça fonctionne. Le livre est assez intéressant, assez facile à lire à ce niveau-là, et je trouve qu'il donne des informations qui ne sont pas totalement inutiles. C'est son côté, j'allais dire, éducnat. Il est très, très éducation nationale, très vivre ensemble. Et là, je reconnais que c'est vrai qu'on a l'impression un peu d'une dimension un peu désuète par rapport à la période dans laquelle on vit. On a l'impression que ce livre, on aurait peut-être pu l'écrire il y a une vingtaine d'années ou il y a une trentaine d'années, et ça aurait fonctionné. On sait que Jean Bobéro a été très engagé auprès de Lionel Jospin. Ben voilà, ça fait penser un petit peu à Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale à la fin des années 80, qui justement était un peu dans le laisser-faire. Les choses vont se régler d'elles-mêmes. Faisons confiance à la société. Il n'est pas nécessaire de pouvoir... Les directeurs d'établissement en série à leurs professeurs en les lâchant complètement dans les situations les plus... Alors après, il y a un deuxième livre. Et là, justement, je trouve que c'est une dimension intéressante. Alors c'est sûr que c'est un livre militant qui ne plaira pas à ceux qui pensent que la laïcité est une affaire grave, extrêmement grave, que c'est aujourd'hui un des dangers qui secoue la société française et qui peut vraiment mener à sa destruction. Je ne sais pas si Elisabeth Badinter, pour reprendre ce que tu disais, Laurent, est vraiment sur cette ligne de crête. Moi, je la mets plutôt dans le premier camp par rapport à ce que tu disais. C'est vrai qu'eux, clairement, sont dans l'autre. Ils sont dans une... Il faut écouter ce qu'elle dit. Ils sont dans une laïcité qui est une laïcité inclusive, avec les dimensions, je pense, problématiques que ça pose, et je crois que vous l'avez très bien souligné, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que les banlieues et les problèmes de laïcité auxquels sont confrontés les enseignants, c'est vraiment peanuts, quoi, qu'il ne se passe absolument rien, que tout va bien. Donc ça, voilà, je trouve que là-dessus, il faut faire un peu attention parce que je dirais que le rappel de la respect de la liberté de conscience
ne fait pas tout. Très bien. Un dernier petit mot. Non, mais simplement, parce que j'ai oublié de le dire, les références, à la fin de chaque chapitre, il y a des références pour renvoyer les profs à des références. Qui sont les auteurs cités? Pierre Thévagnan, Nicolas Deltombe, l'islam imaginaire, Ismane Chouder et Malika Latrèche. Ismane Chouder est la fondatrice des Mères pour tous contre la manif pour tous sur l'homosexualité. Adjad et Marwan Mohamed qui ont signé un livre sur l'islamophobie. Nicolas Cadenne qui est rapporteur de l'Observatoire de la laïcité qui travaille et signe des tribunes avec des associations qui promeuvent ce qu'on appelle la coexistence religieuse avec des religieux, etc. Rokhaya Diallo, entrepreneuse identitaire bien connue. Ce n'est que ça. Okay. C'est pas Philippe Portier, ce ne sont pas des références En tout académiques. cas, on devine bien à vous écouter que même le sujet n'a pas fini de créer du débat et de la dispute, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On va passer tout de suite au deuxième livre de ce programme, le livre L'Océan de Louis Chauvel, La spirale du déclassement. Essai sur la société des illusions paru au Seuil. Le sous-titre est important parce que la société des illusions montre bien que Louis Chauvel s'attache à un déni, ce qu'il lui estime être un déni de la société française, des élites, sur un phénomène politique fondamental, à savoir la question des inégalités qui se creusent, la question des classes moyennes qui se paupérisent, la question de la fracture générationnelle qui ne cesse de s'accentuer, et globalement du déclassement qui, selon lui, deviendrait systémique. On voit bien qu'ici, on est dans un problème politique qui, d'ailleurs, interpelle François Hollande directement, on pourra en revenir tout à l'heure, mais on voit bien que quand même ces indices-là sont quand même l'un des symptômes les plus éclairants d'une certaine manière de la déception que François Hollande aurait pu susciter auprès de son électorat, parce qu'on est vraiment dans un sujet lourd pour la gauche. La spirale du déclassement, Laurent, peut-être, Louis Chauvel, qui travaille depuis, je le disais, depuis longtemps tout à fait. Depuis c'est 98. C'est un livre, c'est vraiment, comme à chaque fois avec Louis Chauvel, un livre à la fois intéressant parce qu'il il a une manière de mettre en scène des enjeux très importants, structurels de la société. Et dans ce livre, il fait un peu, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler, il ne m'en voudra pas, j'espère, s'il nous entend, mais c'est plutôt un compliment, un livre de maturité. Parce qu'en fait, il reprend et il articule pour la première fois ces 4 grands sujets qu'il traite depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années. La situation dégradée de la classe moyenne, c'est quelqu'un qui s'est pas intéressé aux classes populaires, qui sont traitées par ailleurs par beaucoup de travaux. Lui, le fait volontiers. Il dit, c'est pas parce que c'est pas intéressant et important, les classes populaires, c'est que quand la classe moyenne est touchée, là, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on est au centre de la société. Donc, la situation dégradée donc, des classes moyennes, les écarts de destinée de génération. Le destin des générations était son premier grand livre, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et notamment cette opposition entre les baby-boomers qui ont eu le cycle de vie idéal, c'est-à-dire nés après la guerre, qui ont vécu la période de croissance, et puis qui n'ont pas connu le chômage de masse, etc., qui ont une retraite heureuse parce qu'ils ont pu acquérir, c'est un rôle important évidemment, leur patrimoine, notamment leur habitation principale à des conditions de crédit très intéressantes. L'école, qui pour lui était évidemment un lieu dans lequel se voit, s'observe, c'est un observateur très, très attentif des questions évidemment d'inégalité, de mobilité sociale, etc. Et puis la clé patrimoniale, c'est-à-dire plutôt que les revenus, évidemment l'évolution du patrimoine qui est un élément qui joue un rôle de démultiplicateur dans le déclassement, dans les inégalités. Un peu la Piketty. Évidemment, alors voilà, on peut rattacher ça à des travaux aujourd'hui, à des discussions. On avait, lors d'une émission précédente, on avait parlé du livre... comment s'appelle-t-il, de Philippe Ashkenazi, sur l'idéologie patrimonialiste. Donc là, on est avec Piketty, Chauvel, avec des économistes, des sociologues, Ashkenazi, etc., dans une réflexion vraiment très intéressante aujourd'hui dans les sciences sociales françaises sur ces questions. On met à jour des éléments fondamentaux. Et puis, il y a un autre intérêt quand même du travail de Louis Chauvel, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit aussi un peu qui fait de l'épistémologie sans le dire, c'est-à-dire qui réfléchit à sa discipline, la sociologie, à la frontière de l'économie, et qui, même s'il reste dans une démarche
qu'on pourrait dire très économiciste. C'est peut-être là la critique qu'on pourrait lui faire. Il n'est pas du tout dans le symbolique. Alors il travaille sur les représentations, mais justement il est dans une manière où il essaye de décrire la réalité. Il dit qu'il y a une réalité en tant que telle. Et en cela, il s'oppose à une certaine sociologie. On peut parler notamment des héritiers lointains de Pierre Bourdieu, pour lesquels la réalité n'existe pas, n'est jamais qu'un construit, et on doit toujours dépasser ça en essayant d'en parler comme quelque chose de manipulé, etc. Là, il y a une véritable sociologie de la réalité, de ce qui existe en tant que tel, à partir de quoi il faut partir. Donc c'est aussi pour ça que c'est quelqu'un qui, au-delà de son caractère extrêmement sérieux scientifiquement, d'observateur, etc., apporte aussi quelque chose à la réflexion commune des sciences sociales. Donc c'est un très très bon livre que je recommande vivement. Vincent, vous recommandez aussi? Oui, je recommande totalement. Je trouve que c'est un livre qui d'abord creuse un sillon, qui est le sillon de Louis Chauvel depuis maintenant une vingtaine d'années, sur le déclassement, le retour des classes sociales, les réflexions sur les classes moyennes et surtout, ce que tu disais Laurent, le clivage générationnel. J'ajoute que c'est un livre qui mélange une rigueur scientifique avec des traits qu'on ne trouve pas très souvent dans des livres de sciences sociales, de l'humour, des références issues d'en dehors des classes sociales, littéraires. Je cite dans Le désordre Philippe K. Dick, Spinoza, Baudelaire, Freud. Il mêle analyse sociologique et analyse, des fois aussi, quantitative économiciste, en effet, hard, d'une certaine manière. Et donc, pédagogique. Il arrive à tenir les deux côtés, quelque chose de très pédagogique. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Moi, il y a le point que je trouve le plus convaincant dans son analyse, non pas que je ne sois pas convaincu par les autres, mais celui-là m'a paru particulièrement saillant, c'est vraiment la question du clivage générationnel, qui vraiment est une dimension intéressante, que je crois que Chauvel pourrait résumer en disant « Aujourd'hui, à moins d'en hériter, on ne peut pas acheter la maison de ses parents. » Et quand on sait ça, eh ben, on a compris une des clés de fonctionnement social, et je trouve qu'à ce titre-là, là, il nous apporte une dimension tout à fait intéressante de ce que peut être la société contemporaine, surtout quand il dit, par exemple, entre le cadre supérieur et l'ouvrier, dans les années 50, il y avait 30 années de rattrapage, il fallait 30 années pour arriver d'un statut à un autre, aujourd'hui c'est plus de 100 ans. Et ben, ça veut dire que vous pouvez gagner plus d'argent, ça ne change absolument rien, parce que c'est comme, vous savez, l'écume des vagues dont parlait Braudel, par rapport au grand mouvement sous-marin, qui fait que là, en fait, il y a un ensemble systémique qui se met en place et qui empêche la société d'évoluer. Et ça, je trouve ça intéressant. Sur le déni aussi, je trouve ça tout à fait passionnant, parce qu'on se rend compte que la question du clivage générationnel, c'est une question dont personne ne parle. Un petit peu Macron, on va dire, un peu sous le manteau, d'une certaine manière, il en profite, mais ce n'est pas vraiment posé comme tel, et il me semble pourtant que c'est une question intéressante. Et puis une dernière chose, pour reprendre ce que tu disais, Laurent, très justement, c'est que je trouve intéressant qu'il questionne aussi sa propre discipline. Il a cette formule, il prend la formule de Jaoda en disant il faut rendre visible ce qui est invisible, et je crois qu'il y arrive très bien. Très bien. Merci Vincent. Jean-Laurent, tu laisses me partager? Je vais continuer dans le concert de louanges. Moi j'adore parce que c'est un bouquin extrêmement dense. Chauvel, c'est un personnage par ailleurs. Quand on l'a rencontré, il nous a dit qu'il y avait 3-4 bonnes idées je lui ai dit dans le livre, il m'a dit non par chapitre. Et voilà, l'écriture se ressent, c'est drôle, tu l'as dit, il y a énormément de références. Et c'est quelqu'un qui voit beaucoup de phénomènes. Par exemple, on parle beaucoup de la gentrification en Ile-de-France, qu'on voit souvent comme des gens des classes moyennes ou classes moyennes supérieures, diplômés, qui vont dans des quartiers pauvres, qui rejettent les pauvres plus loin. Mais c'est vrai que vu dans la logique de déclassement, non pas vertical mais horizontal, on le voit comme finalement un appauvrissement. De gens qui, une génération avant, auraient habité dans les centres-villes et aujourd'hui vont ailleurs parce qu'ils n'ont pas le choix. Nuit debout, toute une partie du déclassement scolaire, c'est la sociologie de Nuit debout. C'est les intellos précaires, ils en parlent, les surdiplômés, les bac plus 5, voire les bac plus 8, sans position qui correspondent sur le marché du travail. Le déclassement scolaire est un des sujets très controversés en sociologie française, mais c'est vrai que je pense que les faits commencent à lui donner raison là-dessus. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tire beaucoup d'enseignements intéressants de la période. Et peut-être pour finir sur la traduction politique de ce déclassement généralisé, on en a parlé un peu avec Nuit debout, lui considère que, si je l'ai bien lu, si je l'ai bien compris, l'ambiance étant au déni, on ne voit pas vraiment une sorte de front de classe ou de coalition de gens qui se retrouvent dans les mêmes problématiques se créer. On voit même plutôt l'inverse, c'est-à-dire une division, des fractures sur d'autres clivages, en particulier sur les questions d'identité. Et je pense que le lire permet de comprendre la dynamique générale. Voilà. Okay.
Merci. Catherine, pour finir. Oui, en fait, moi aussi, désolée, je suis d'accord. Donc, D'accord. je vais peut-être en dire pourquoi quand même. Ça doit être un bon Mais, livre. C'est peut-être un bon livre. Voilà, je pense que c'est un bon livre qui est vraiment très bien écrit sur l'ensemble de la composition. Chaque chapitre est composé aussi. Enfin, il y a vraiment en effet un côté littéraire avec ses épigraphes de Rilke, Freud, Baudelaire, par-ci par-là, et qui donne une dimension éthique, métaphysique, pas seulement esthétique à la chose. Il est nourri aussi de cette culture viennoise à laquelle il rend hommage à la fin avec Zweig, Schorske, Popper, Jahoda justement, à qui il ajoute quand même évidemment autre chose. Bon, moi, ce que je trouve très précieux dans le livre, c'est qu'il nous donne, on est à l'opposé justement de cette hystérie, c'est-à-dire qu'on a un instrument pour la diminuer et pour se dégager un petit peu de l'embrouillamini des discours, parce qu'on reprend pied dans le réel. Et en effet, on a une clé, par exemple, en effet, pour lire Nuit debout, une clé sociologique qui est de nature justement pas à pacifier les choses, hein, parce que ça reste un énorme problème. Et puis Dieu sait qu'il dédramatise pas, lui, puisqu'on est à la fin dans une veine apocalypticienne aussi. Bon, il s'en amuse presque, hein, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'il veut nous réveiller, et c'est cette dimension-là de nous réveiller d'une torpeur, ce qu'il appelle le mensonge social, hein, le déni. Il veut descendre dans la cale du bateau, hein, montrer le masquage, hein, pas seulement l'invisible à rendre visible, comme le disait Jahoda, mais montrer le masque qui rend invisible, hein, de quelle nature il est. Ça, je trouve ça très intéressant. Tout ce qu'il dit sur le vertige des inégalités, avec cette manière qu'il a de nous donner le vertige, avec toute la réflexion sur l'instrument astrophysique, hein, qui est nécessaire pour comprendre les disparités sidérales, hein, les inégalités qui croissent d'une manière sidérale. Et puis tout ce qu'il dit sur les déclassements systémiques, enfin je trouve ça très convaincant, cette analyse de la spirale. Et puis j'aime bien en effet ce plaidoyer au fond surprenant mais très salutaire, je trouve, bienvenu, ce plaidoyer anti-déconstructionniste en sociologie. C'est-à-dire qu'il montre bien là que se poser la question de la réalité, du caractère construit, hein, socialement des réalités, c'est devenu un geste profondément conservateur, et qu'il s'agit plutôt aujourd'hui d'interroger la réalité des constructions sociales et leur caractère politique. Ça, je trouve ça... alors c'est très polémique, hein, sur le plan épistémologique, ça lui fait écorcher pas seulement Bourdieu mais Latour, etc. Donc c'est intéressant comme débat à poser, et je pense vraiment important que le plaidoyer pour le fait réel, bon, qui est un peu durkheimiste, hein, par moment, hein, mais mettre les pieds dans le plat quand même. Il y a un côté positiviste, voilà. Ça c'est clair. Ça c'est sûr, mais quand même pas tant que ça, parce qu'il a cette perspective autre, hein, qui fait qu'il n'est pas positiviste quand même. Non, hein, non, sinon il n'y aurait pas Popper, Freud, etc. Donc c'est une autre dimension, et je trouve ce montage-là très intéressant. Quoi. Très bien. Il dit beaucoup de choses. Merci. Donc on voit bien que Louis Chauvel a plutôt, là, pour le coup, fait l'unanimité. On vous le recommande. Donc, La spirale du déclassement, paru au Seuil. Du déclassement à une trahison, il n'y a qu'un pas rapide à faire, qui est consigné dans ce livre paru au PUF, sous la direction de Laurent de Sutter, le livre des trahisons, donc qui est un livre assez bizarre, assez original, en tout cas dans son dispositif. C'est un recueil de textes d'une quarantaine de jeunes auteurs, disons, souvent philosophes, théoriciens de la littérature, de l'esthétique, des intellectuels un petit peu d'ailleurs en marge de l'université, pas forcément eux-mêmes, comment dire, complètement exclus, mais en tout cas, disons, on sent bien dans une sphère un peu, disons, marginale de l'université, assez critique. Et donc l'idée du livre des trahisons, c'est faire une sorte de récit, de chronique de 4 ans et demi de présidence de François Hollande, d'un point de vue évidemment critique, avec ce terme très fort à la trahison, qui est, comme je disais tout à l'heure en introduction, un terme extrêmement chargé dans l'histoire de la gauche, du social traître au social pervers, d'aujourd'hui, dont François Hollande serait un peu la nouvelle figure. Ou, si vous voulez, dans ce livre, Laurent de Sutter n'y va vraiment pas de main morte, hein, puisqu'il nous dit que François Hollande a fait beaucoup plus que trahir ses électeurs de gauche, il a trahi au-delà l'idée même de la gauche. Donc on voit bien que dans cette accumulation de petites chroniques qui sont des textes assez courts, écrits qui font même pas 10 000 signes de chaque auteur, qui vraiment brassent tous les domaines de la présidence, de la culture à l'économie, de la finance à l'international. Vraiment, tous les sujets sont plus ou moins quand même assez couverts, de manière un petit peu, disons, polémiste. Alors, je sais que Laurent de Sutter revendique le fait que ce livre n'est pas un pamphlet, même s'il en a a priori l'apparence.
Qu'est-ce que, Vincent, ça vous a inspiré, par exemple, ce livre? Alors dire d'abord que si c'est pas un pamphlet, ça y ressemble quand même, première chose. Puis dire que c'est un drôle d'objet que ce texte, parce que justement on a 45 contributeurs, donc il y a une ligne commune, ça c'est très clair, extrêmement critique de François Hollande, de la gauche, etc. On voit ici beaucoup de philosophes, de penseurs de la gauche radicale, de gens issus du milieu de l'histoire de l'art. Donc à ce titre-là, plein de gens qui par ailleurs font des choses tout à fait intéressantes. Alors, moi je serais obligé de dire que pour moi, ce livre n'est pas très intéressant. C'est-à-dire que, justement, je le regrette parce que je trouve qu'il y avait des choses à faire, il y a des choses à dire sur François Hollande. Je peux très bien comprendre la dimension très critique. Il y a des gens qui l'ont fait, dans la philosophie Rancière ou Badiou. Sur le mode humoristique, il y a Patrick Rambaud, sur les règnes de Nicolas Ier, maintenant de François Ier. Donc on y trouve des choses qui sont tout à fait amusantes ailleurs, mais je trouve que là, comme ils ont voulu faire un peu d'humour et en même temps de la critique, eh bien, on se retrouve ni vraiment dans l'humour, ni vraiment dans la critique. Et donc, on est sur finalement une histoire assez longue à gauche de la dénonciation de la traîtrise. Donc depuis déjà, elle le rappelle, déjà Blum était accusé d'être le social traître, on est toujours le social traître de quelqu'un à ce titre-là. Et donc, alors encore une fois, pourquoi pas? C'est pas une difficulté en soi parce qu'on a sûrement plein de choses quand on est de gauche à dire à François Hollande quand on croit à ce que c'est que la gauche. Mais en même temps, quand j'ai fait un peu la liste des chapitres, on voit alors Hollande expulse les Roms, Pellegrin ne lit pas, Fabius pique des tableaux au musée d'Orsay, on reproche même à Taubira de ne pas avoir fait adopter la PMA. Et bien sûr, Cazeneuve chasse les réfugiés. Enfin, on est dans toute une palette qui n'est pas toujours, je trouve, à la hauteur de ce que ces contributeurs font par ailleurs. Je trouve ça un peu dommage, ça donne une image un tout petit peu... Mais le tableau qui est décrit vous semble pas quand même, assez grave dans le constat qu'il fait? Ah non, mais le tableau, les choses les plus graves sont à être analysées justement avec la rhétorique la plus fine quand c'est possible. C'est-à-dire que oui, je pense que la situation est très grave, je comprends très bien pourquoi il y a des pamphlets à écrire contre François Hollande et il y en a pas mal. Il y en a déjà pas mal qui sont faits, mais là on est plutôt dans l'ordre d'une sorte de défouloir qui convaincra plutôt ceux qui sont déjà convaincus par le fait que, de toute manière, François Hollande est un traître. Je vois la fin, Valls et Hollande traités de socio-pervers. Bon, alors là, on est dans ça part dans quelque chose d'autre, donc je trouve ça un tout petit peu dommage parce qu'encore une fois, il y a énormément de ces contributeurs qui par ailleurs font beaucoup de choses intéressantes, mais ça prouve aussi on peut en citer certains, Tristan Garcia, Patrice Dorian Astor, qui sont des philosophes souvent. Des philosophes qui sont sérieux, qui font des choses sérieuses, mais ça montre aussi quelque chose d'important, je finirai là-dessus, c'est que analyser la politique, c'est le droit de tout citoyen, donc à ce titre-là, c'est formidable que ce genre de livre existe, mais il faut déjà un peu commencer à comprendre les règles de la vie politique. C'est le politologue qui parle, c'est un peu le politique qui parle et qui s'intéresse à ça, et qui essaye d'en faire une analyse. Et je trouve que du coup, ce livre, voilà, encore une fois, pour reprendre mon idée de départ, se dit, on va pas être sérieux, on va faire de l'humour, mais en même temps, on va parler politique. Et des fois, ça fait bon ménage, mais là, je ne trouve pas tant que ça. Laurent, je sens que vous êtes un peu... je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Ce qui est bizarre, d'abord, c'est que les PUF aient publié un livre comme ça, parce que ça donne quand même une couverture, une apparence universitaire un peu sérieuse à ce qui est une suite de tracts. Ce sont des gens qui se font plaisir, qui effectivement ne sont absolument pas spécialistes de politique, pour la plupart d'entre eux. C'est pas grave en soi. Non, bien sûr, non, parce que tout à fait ce que tu disais, on peut être citoyen et donner son opinion, et il y a des très belles expressions de citoyens dans tous les domaines, qui peuvent être très critiques et qui sont légitimes. Tout le monde est légitime en démocratie à être citoyen. Le problème de l'analyse politique, c'est que ce n'est pas l'expression de la citoyenneté. C'est autre chose. Et ça demande quand même disons une certaine maîtrise, effectivement, d'un certain nombre d'éléments. Là, ce sont des tracts où les gens se font plaisir. Et puis, on est dans une gauche qui est quand même une gauche historique, la gauche qui accuse sans cesse de trahison l'autre gauche, l'autre partie de la gauche à qui elle dénie le fait d'être de gauche. C'est la gauche où le verdict d'un procès est rendu avant même que le procès se soit tenu. Et on a connu en histoire, effectivement, cette gauche pour le meilleur et pour le pire, je dirais, et surtout pour le pire. Donc je trouve que c'est assez... c'est même au-delà du livre raté, on ne voit pas bien ce que ça fait là, etc. Pourquoi Laurent de Sutter, qui par ailleurs est quelqu'un de tout à fait respectable, a accepté de mettre son nom là-dessus. Il me semble que ça va au-delà, c'est assez grave, si vous voulez, ce genre de choses. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses à dire sur le quinquennat Hollande. Pour un certain nombre d'entre nous, on les a dites bien avant tous ces gens, dès le début, sans attendre et en étant malheureusement un peu dans une prospective triste.
Mais là, franchement, moi, je comprends pas pourquoi les pufs se commettent dans ce genre de choses. Catherine, vous êtes un peu énervée par le livre aussi? Non, non, moi, énervée, non. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est un... Il faut lire simplement ce que De Sutter écrit en préface et ce qu'il a voulu faire, qui est limité en fait, qui est relativement modeste. C'est vrai qu'il y a un côté on se fait plaisir en commun. C'est une création de Facebook, c'est un phénomène éditorial qui est assez sui generis. Le projet est né comme ça. Vraiment, c'est un produit et c'est assumé comme tel. Ça se présente aussi comme une forme qui justement ne relève pas de l'analyse politique, mais de la narration, du mémorandum, de la chronique. Là aussi, il s'amuse avec les filiations. Bon, il faut chroniquer le moment Hollande, qui est le moment où on a oublié, peut-être comme jamais on l'a fait, l'idée du socialisme. Bon, voilà, ça fait partie des intentions. Alors, pourquoi? Pour critiquer donc les errements du socialisme au pouvoir, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Alors, bon, moi, j'ai d'autres objections, en fait. Alors, Laurent de Sutter, c'est celui qui a fait venir en France le débat, le manifeste accélérationniste, qui est né en Angleterre. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans sa préface et dans certains textes qui vont un peu dans le sens inverse, au fond, puisqu'il y a une critique de l'accélération, de plusieurs formes d'accélération, ce qu'il appelle l'accélération de la reculade, justement socialiste, qui nous fait régresser vers 1840, et accélération, comme il dit, de notre amnésie. Et ce qu'il a moi, me convainc assez. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mauvaises nouvelles, comme il dit, politiques venant de ce gouvernement, qu'il y a quelque chose qui s'ajoute et qui finit par s'annuler. Donc je pense que c'est aussi ça, ce désir d'écrire une chronique qui ne soit pas une analyse, mais un mémorandum. Maintenant, moi, la question, c'est la question de la trahison. C'est-à-dire qu'une trahison, ça suppose une croyance initiale en des promesses. Et moi, j'ai absolument jamais cru aux promesses de Hollande. Et encore moins, bien sûr, dans le discours du Bourget. Et c'est pour ça que je trouve le premier texte, celui de Frédéric Nérat, bon, parce qu'il présente l'élection comme la scène primitive de la trahison. C'est un texte très ironique, mais du coup, il va du côté d'une extrême gauche qui n'est pas socialiste. Donc il y a un malentendu en fait dans le volume qui ratisse large politiquement et il veut le faire à un dessein. Alors que voilà, je pense qu'il faut aussi choisir dans quelle gauche on se trouve, ce qu'on veut exactement. Et les références à Badiou de Laurent de Sutter en préface, moi, me conviennent pas du tout. Et puis quand il dit qu'il se réfère à Deleuze, parce que je pense que la fidélité à la Badiou, bon, on sait ce que ça a donné, enfin ce que ça donne. Et quand il se réfère à Deleuze sur la gauche, qu'est-ce que c'est que la gauche, c'est le devenir minoritaire. Là, par contre, je suis tout à fait en phase avec ce discours. Sauf que quand il dit que Deleuze n'a pas voulu dire par là que les sociétés, que les révolutions se cassaient toujours la figure. Si, il le dit explicitement dans cet abécédaire sur la gauche, à Claire Parnet. Ouais. Donc là aussi, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, je pense, et aller être deleuzien. Jean-Laurent, vous êtes deleuzien, mélancolique, comme les auteurs Écoute, alors, j'ai noté effectivement la phrase de Deleuze qui est citée dans l'introduction. Être de gauche, c'est ne pas cesser de devenir minoritaire. C'est un peu le programme du bouquin, c'est-à-dire que c'est... la gauche maximaliste, donc tout est à droite d'elle, quoi. C'est un jeu de position, alors rien ne sera, je pense, jamais à gauche pour elle ou pour eux. Tu parlais, Vincent, d'humour. Moi, j'ai trouvé que c'était au contraire extrêmement sérieux. Esprit de sérieux. Esprit de sérieux assez marqué. Laurent de Sutter disait qu'il voulait le faire avec humour. Justement, plus que c'est très grave, rions-en. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est l'ironie plutôt que de l'humour. J'ai peut-être pas été sensible à cette forme d'humour. J'ai appris à conjuguer les verbes épiphaniser et ontologiser. Mais ça, mis à part, j'ai pas vraiment trouvé mon compte. On arrive à la fin de l'émission. On a un rituel ici, c'est qu'on chacun a le droit de livrer un coup de cœur dans les livres récents. Alors, je rebondis, je vais donner le mien tout de suite. Je vous conseille un livre qui s'appelle Rire d'Yves Cusset, qui est un philosophe et en même temps aussi lui-même, d'ailleurs, comique, parce qu'il fait des spectacles de comique, et il s'intéresse à cet angle mort bizarre de la tradition philosophique, toujours un peu étrangère à l'idée du rire, comme si les philosophes n'étaient pas capables de rire, ou de le comprendre en tout cas, dans leur quête de vérité, et il essaye de comprendre ce point aveugle. Et c'est une lecture passionnante, vraiment, j'allais dire, de la philosophie et du rire en même temps entremêlés, comme s'il pouvait essayer de réconcilier l'un et l'autre. Je vous le conseille, Rire, ça paraît chez Flammarion. Catherine, vous avez comme coup de cœur un très bon livre aussi. Mon coup de cœur, c'est Les potentiels du temps, art et politique, de Camille de Toledo, Alyosha Imhoff et Cantuta Queiroz.
qui ont fait un livre très original, je trouve, qui traverse à la fois l'esthétique, la critique d'art, le propos sur la littérature et la philosophie, qui est politique de fond en comble, au fond, hein, mais sur un mode, je dirais utopiste, mais une utopie concrète, hein, qui veut se prendre à la lettre, et qui nous propose donc de sortir du régime d'historicité présentiste, en gros, hein, qui est coincé entre la hantise mémorielle d'un côté et puis l'apocalyptisme ou le post-apocalyptisme de l'autre, et qui essaye de mettre de reprendre le propos de Bartleby, I prefer not to, en je pourrais plutôt. Voilà. Donc décliner tout sous cette forme-là c'est un beau programme de la politique, potentialité. C'est un très beau livre, à la frontière de l'esthétique et de la politique. Il y a des analyses très, très stimulantes. Ouais. Potentiel du temps. Les potentiels du temps. Voilà. Laurent? Alors moi, mon coup de cœur, je ne l'ai pas là malheureusement, c'est le livre de Robert Redeker qui s'appelle L'école fantôme, publié chez Desclés de Brouwer, qui est un essai sur l'école de la République et l'échec de l'école de la République aujourd'hui, après 30 ans de manipulation dans tous les sens, par tous les gouvernements, droite et gauche confondus, sans aucune considération ni pour la réalité de la connaissance. Et justement, on parlait des générations tout à l'heure avec Louis Chauvel, du fait qu'un pays, ce sont ses enfants, et un pays dans 30 ans, c'est ce qu'en feront les enfants auxquels on enseigne aujourd'hui, qui est par un auteur, Robert Redeker, qui a été très contesté, très débattu à un moment donné, parce qu'il avait eu des propos, notamment sur l'islam, qui aujourd'hui passeraient pour assez anodins, alors qu'à l'époque, ça avait fait un scandale. Il avait dû se cacher, d'ailleurs, il avait des attaques, des menaces contre lui assez fortes. C'est un livre qui est un beau livre, bien écrit, comme souvent avec Robert Redeker, et qui nous dit beaucoup à nous tous qui sommes enseignants, parents, simplement citoyens. On disait tout à l'heure, assez désespérés par une école publique qui ne joue plus son rôle, ni pour l'égalité, ni pour la formation réelle des enfants, etc., qui aujourd'hui est vraiment dans une crise, est rentré dans une crise très très profonde, très très dure, dont on commence à sentir les effets dans la société. Parfait, merci. Vincent, un livre en 2 mots, parce que je étant nouveau sur l'émission, je n'avais pas prévu un très grand mais en 2 mots, c'est juste donner envie. Non, mais justement, pour faire écho au livre des trahisons, le livre d'Enzo Traverso, dont on parlait tout à l'heure, La mélancolie de gauche, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à gauche, il y a une forme de mélancolie au pouvoir, cette idée que finalement la gauche est peut-être condamnée à être minoritaire. Je trouve que c'est une belle réflexion. Enzo Traverso a signé un très grand nombre de livres qui sont à la fois des belles recherches, mais justement qui sont, comme dans le livre de Chauvel que j'avais beaucoup aimé, cette capacité à sortir de la science sociale stricto sensu pour aller nous emmener dans une balade qui est, elle, mélancolique, mais qui est tout à fait passionnante. Mélancolie de gauche, c'est la découverte. Et Laurent, oui, alors rapidement, donc Desclés de Brouwer à nouveau, Intelligence du travail de Pierre-Yves Gomez, apparaît donc début octobre, voilà, un des meilleurs observateurs de l'imitation du monde du travail, de pourquoi c'est un sujet à la fois omniprésent dans nos vies et dont on ne parle jamais. Mais dont on parle beaucoup dans les sciences sociales quand même, parce que dont on reparle beaucoup. Vraiment le sujet du travail d'aujourd'hui est quand même foisonnant. Exactement, dont on parle énormément. Et le premier numéro d'une revue qui s'appelle Le Comptoir, la revue du Comptoir, qui est, pour revenir dans la gauche, édité par L'Échappée. Voilà. D'accord. Maison plutôt anard, quoi. La revue du Comptoir, ok, je connais pas. Super. Bah, merci beaucoup à vous 4. J'espère qu'on ne vous a pas trop déprimé, hein, mais en même temps, les livres sont là pour se faire l'écho du monde qui ne va pas très bien. Et on se retrouve dans un mois pour une prochaine émission de Dispute. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.